Nous sommes le 25 avril 2022 et la communauté internationale commémore aujourd'hui la journée mondiale du paludisme. Aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale à l'endroit de tous les enfants et femmes enceintes, notamment touchés par le paludisme qui malheureusement perdent la vie à cause de cette maladie. Nous espérons que vous allez jouer plus la carte de la prévention en dormant sous des moustiquaires imprégnés et bien sûr en vous protégeant en général contre donc les piqûres de moustiques et surtout en anticipant bien sûr. Pourquoi pas à l'approche justement de la saison pluvieuse, ne pas aller dans les centres pour voir avec quels médicaments vous pouvez vous prévenir donc et prévenir le paludisme. C'est très important. Éviter les eaux stagnantes donc au niveau des concessions, éviter les eaux sales, éviter de laisser les eaux se reposer au niveau de vos concessions, même les eaux de toilette. Gardez vos lieux propres tout simplement pour lutter contre le paludisme. Je pense que ce sont les petits conseils donc que nous ont donné nos enseignants, notamment depuis le lycée et jusqu'à maintenant. Et les agents de santé confirment tout simplement. On va dire bonne journée, mais de lutte contre donc le paludisme aujourd'hui, 25 avril 2022. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle semaine de présentation de l'émission Bonjour le Faso. C'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons pour d'abord la rubrique à la découverte de et puis bien sûr l'invité du jour et bien d'autres. Cette semaine, nous sommes installés dans la rue Wemba Poko. Bon, au niveau donc d'une rue appelée rue Wemba Poko, c'est à Wemtenga pour la rubrique à la découverte 2. Et puis bien sûr, nous allons profiter, vous faire l'historique de cette rue et vous parler de Wemba Poko elle-même. Et aujourd'hui, dans la revue de presse, nous recevrons Rachid Assad Zango qui va partager les informations avec nous. Et comme invité, nous serons avec M. Zamanoma Kaboré. Il faut rappeler qu'il est le président de l'association des victimes d'accidents de travail du Burkina Faso. Nous parlerons justement d'accidentés de travail. Lui qui a une association qui milite en faveur de ces accidentés de travail. Qui est-ce qu'on peut appeler d'ailleurs accidentés de travail? Nous en parlerons tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Voici pour le menu de ce jour. Merci de vous installer confortablement. L'aventure débute tout de suite et maintenant et direction Wemtenga pour débuter. Et cette semaine, nous restons à Ouagadougou, confortablement installés au niveau de cette voie appelée rue Wemba Poko pour vous raconter l'histoire de la rue Wemba Poko, mais également de Wemba Poko elle-même. Alors, il faut rappeler que Wemba Poko est la Benjamine des enfants du Mogo Naba Oubri, qui est le fondateur du royaume de Ouagadougou. La rue Wemba Poko est longue d'environ 1,5 km. Donc, cette rue est située dans le quartier Wemtenga à Ouagadougou et a été inaugurée le 30 juin 2018. C'est désormais une voie bitumée. C'est une rue qui rend hommage à la femme puisque c'est une rue qui porte le nom d'une princesse de la cour royale du Mogo Naba. Il s'agit de Wemba Poko. L'histoire nous apprend que Wemba Poko a été la Benjamine des enfants du Mogo Naba Oubri, troisième empereur des Mossi, qui est d'ailleurs le fondateur de ce royaume, il faut le rappeler. Wemba Poko a été intronisé ministre en charge de la médiation dans le Mogo et était chargé de réconcilier et de concilier donc les habitants du Mogo à un moment donné où le règne de son père, à un moment donné du moins c'est du règne de son père. Mais pourquoi a-t-elle été nommée ministre? C'est la grande question. Alors notons qu'au vieux jour du Mogo Naba Oubri, père de Wemba Poko, il a senti une tension et des discordes au sein de son royaume. Avec ces conflits qui existaient entre individus et même entre communautés, il fallait trouver une solution. Dans le souci de léguer un royaume en paix à son successeur, le Mogo Naba Oubri, et ses sages ont d'ailleurs décidé de trouver une personne qui va s'occuper de la médiation. Après réflexion, le comité a décidé que c'est le dernier enfant du chef qui sera désigné comme médiateur. Malgré le fait que la Benjamine des enfants était Poko, donc une femme, et elle était mariée d'ailleurs, le roi et ses notables ont décidé de la nommer ministre de la Réconciliation. Une formule a été trouvée pour garder intacts les liens entre les deux familles alliées. Poko a rejoint alors la cour royale de son père et Wemba a été ajoutée à son nom et elle est devenue Wemba Poko.
Le rôle de Wemba Poko était de faire régner l'entente dans le royaume Mossi et de réconcilier ceux qui se disputaient. La légende raconte que quand elle demandait pardon à une personne, la personne ne devrait pas refuser de pardonner. Et si une personne refusait son pardon, cela était considéré comme un sacrilège et le Mogo Naba pouvait sanctionner la personne. Wemba Poko a régné ainsi dans le royaume de son père et après son poste revenait toujours au Benjamin ou à la Benjamine du Mogo Naba. De nos jours, son trône est occupé par Wemba Ligdi qui règne dans son palais dans le quartier Wemtenga de Ouagadougou. Wemba Poko a marqué le royaume de Ouagadougou de par son règne. C'est au regard de sa combativité que son nom Wemba Poko a été donné à cette rue du quartier Wemtenga de Ouagadougou. Le Wemba Ligdi, maintenant un homme qui est un des descendants de Wemba Poko, est l'actuel médiateur du Mogo Naba Bongo. Cette semaine, nous vous faisons découvrir la princesse Wemba Poko et la rue Wemba Poko qui est la rue située dans le quartier Wemtenga. Tout au long de cette semaine, vous aurez des informations concernant bien sûr Wemba Poko et vous aurez les témoignages également donc des descendants de Wemba Poko et puis bien sûr des fils de Wemtenga. Ça sera bien sûr dans la rubrique à la découverte de tout au long de cette semaine jusqu'à vendredi d'ailleurs. C'est l'occasion pour nous de commencer par saluer le Wemba Ligdi donc de Wemtenga et puis bien sûr saluer tous les descendants de Wemba Poko ainsi que les habitants de Wemtenga. Merci en tout cas pour votre intérêt à cette rubrique à la découverte qui part à la découverte du Burkina Faso mais également des potentialités touristique et historique du Burkina. Et pour finir, merci à Abdoulaye Kinda qui a recueilli donc ces images et qui a recueilli les témoignages également pour nous que nous allons vous proposer à partir de demain. Alors, pour la suite, nous allons marquer une petite pause. C'est le temps d'installer confortablement Rachida Sadzongo pour la revue de presse. À l'instant, c'était le Baba national Flobi avec Je cours. Oui, courir, mais aller dans la bonne direction surtout. Maintenant, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et internationale et puis bien sûr, l'actualité en ligne avec Rachida Sadzongo. Il est bien installé sur notre plateau. Bonjour Rachid. Bonjour Abzeta et bonjour à vous qui nous suivez. C'est le quotidien qui nous accueille pour commencer? Bien entendu. Ok. Alors avec ce journal à sa une, on peut lire comme titre « Organisation des examens et concours 2022, plus de 23 milliards de francs CFA mobilisés », c'est-à-dire à la page 12 du journal. Avec le même journal, donc le quotidien, à la page 4, insécurité au Burkina, si je devais attribuer une note au président d'Amiba sur les questions sécuritaires, je lui donnerais 4 sur 10. Propos d'Abraham Badolo de l'ADP. Autre sujet, marche-meeting du 23 avril, des manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène. La rubrique « Le voyageur de Guéna » du journal Le Quotidien nous apprend un certain nombre de sujets. Le premier, Soum, 9 FDS, 4 civils et 2 VDP tués dans des attaques contre les détachements militaires de Kaskinde et de Pobé Mengao. À Solenzo, la mairie de Balavé saccagée, des pylônes de téléphonie mobile sabotés par des terroristes. Passoré, l'ex-maire de Arbolé, écroué pour une supposée vente illicite de parcelles. Et pour achever, dans le quartier Karpala, c'est à Ouaga, des braqueurs tuent un individu et emportent sa moto scooter. Nous poursuivons la lecture de la une des journaux avec cette fois-ci l'Observateur Palga. L'Observateur Palga a sa une titre « Lutte contre le terrorisme, dialogue à Djibo, carnage à Kaskinde et à Pobé Mengao ». Et puis, manif pro-russe, une marche-meeting dispersée à coups de gaz lacrymogène. Axe Kaya-Barsalgo, une semi-remorque arrachée par des terroristes. Et puis, examen et concours 2022, 23 milliards pour réussir la session. Toujours avec l'Observateur à sa une, l'Afrique et la présidentielle française, un pis-aller nommé Macron. C'est à lire à travers la rubrique Commentons à la page 5 de l'Observateur Palga. Et pour achever, sélectionnaire des étalons, c'est finalement Hubert Velut. Nous poursuivons avec Sidoya. Sidoya à sa une,
Situation nationale, la Turquie et le Maroc prêts à accompagner le Burkina. Et puis, examen et concours session 2022, plus de 23 milliards de francs CFA mobilisés. Dans l'édito, pour ce qui est des citoyens, les fake news, l'autre combat, à lire à la page 3. Et pour achever, présidentielle française, Emmanuel Macron réélu. Le pays nous apprend, examen et concours scolaire session 2022, plus de 23 milliards de francs CFA mobilisés. Et puis marche pour une coopération militaire avec la Russie, des manifestants dispersés à Ouaga. Toujours avec le pays à sa une, Gaskindé et Pobé Mengao, 15 personnes, dont 9 militaires tués. Et puis, dans sa rubrique Confidence du week-end, le journal Le Pays nous apprend, ministère de l'Environnement, les syndicats quittent le comité de rédaction de l'organigramme. Toujours avec Le Pays du jour, présidentielle française, les Français du Burkina fortement mobilisés. Jupiter saura-t-il relever le défi de la montée du sentiment anti-français en Afrique? Interrogation posée, les sujets peuvent être lus aux pages 5 et 7 du journal Le Pays du jour. On achève avec la rubrique Actu-Foot du journal Le Pays. Algérie, Belmadi reste sélectionneur et s'explique. C'est à lire à la page 23 du journal Le Pays du jour. Et à Abzeta, nous poursuivons avec Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso à sa une titre, Jupiter 2 et l'Afrique, brûler les dernières scories de la fantomatique France-Afrique. Et puis levé de blocus de Djibo, chronogramme de la transition d'Amiba, 25 avril et le couperet de la CEDEAO. Dans sa rubrique News du jour, Aujourd'hui au Faso nous apprend 15 personnes, dont des militaires et des civils, tués à Gaskindé à Pobé Mengao. Allégation d'exaction des forces armées dans l'Oudalan, le gouvernement burkinabé s'inscrit en faux. Et pour achever à la une du journal Aujourd'hui au Faso, Idriss Diallo, nouveau patron de la FIF qui est la Fédération Ivoirienne de Football, l'attaquant vedette des éléphants devancé par un gardien du temple. Et on poursuit la lecture de la une des journaux avec cette fois-ci l'Express du Faso. L'Express du Faso qui est édité depuis Bobo Dioulasso. À sa une, Numbié Kone, gardien du baobab sacré de Toumousséni, confie, je cite, « Si nous retournons à nos coutumes, on finit le terrorisme dans 2 ans. » Ce sont les propos de Numbié Kone, gardien du baobab de Toumousséni. Dans sa rubrique Autant le dire, l'Express du Faso confie, « Maintenant on a fini de marquer, on fait quoi ?» Mois de Ramadan, rupture de jeûne collective à l'Express du Faso. Dans sa rubrique Simple détail, l'Express du Faso traite « Accusation d'exaction sur des civils, laissez-nous travailler ». Nous aurons bel et bien la SNC cette année. Et puis 15 morts dans une double attaque hier dimanche dans le Soum. Toujours avec l'Express du Faso à sa une, France, Macron rempile pour un second quinquennat. Et pour achever, encadrement des étalons, c'est Hubert Velute. Et nous poursuivons cette fois-ci en ligne. Et le site qui nous entretient, c'est www.lefaso.net. Dégradation de la route Bobo Dioulasso Orodara, un véritable calvaire pour les usagers. Lutter contre le paludisme au Burkina Faso, Abzeta qui rappelait que c'est aujourd'hui la journée internationale contre le paludisme. Comment le secteur privé peut et doit s'engager? C'est le sujet qui a intéressé, on va dire, www.lefaso.net. Critères d'octroi de l'aide du préfonaire, c'est à la limite suicidaire pour les étudiants, s'indigne Augustin Polo de la FESI BF. Et puis, Université Nazi Boni, le programme des innovations des socio-anthropologues officiellement lancé. Abzeta, on enchaîne avec l'actualité, on va dire, hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, Idriss Diallo, nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football à la FIF. Au Nigeria, au moins 110 morts lors d'une explosion dans une raffinerie illégale. Au Mali, 3 camps de l'armée attaqués, 6 soldats tués. En Gambie, le dur combat pour la justice des victimes de la dictature. Au Sénégal, manifestation pour réclamer justice pour Astou Sokna. Afrique du Sud, les inondations mettent en lumière la crise du logement dans le pays. En Guinée, Alpha Condé en liberté démarre ses consultations avec des proches et des membres de son parti. Et puis au Togo, feu vert pour l'adhésion au Commonwealth. Pour achever, au Congo, l'Italie signe un accord d'approvisionnement en gaz avec Brazzaville.
Abzeta, voilà ce que l'on pouvait citer comme actualité, à la fois pour l'actualité hors de nos frontières en ligne, mais également pour la presse écrite. Merci à toi, Rachid, pour ce tour donc, des informations. Nous revenons sur quelques sujets. On sait que ce week-end a été marqué par cette manifestation. Une manifestation qui s'est soldée aussi par l'intervention des forces de défense et de sécurité. C'est bien cela. On dira que les initiateurs de la marche meeting du 23 avril contre Vaz et Marée ont tenu tête, on va dire, à l'autorité, si on peut le dire ainsi, parce que certains, en tout cas, étaient dans la rue. On citera par là déjà, pour ce qui est de Ouagadougou, à certains endroits, on a pu constater qu'il y a eu des badauds qui se sont constitués, des regroupements donc, qui se sont constitués. Et les forces de l'ordre ont intervenu justement pour disperser, on va dire, ces personnes regroupées. On n'oublie pas qu'avant même que cette activité ait lieu, cette marche meeting ait lieu, il y avait dans un premier temps, on va dire, des voix qui s'étaient soulevées pour justement dire à ces initiateurs de cette marche meeting-là de surseoir, parce que l'heure, selon eux, l'heure n'est pas, on va dire, au marche meeting, mais plutôt à un élan de solidarité pour faire face à la situation à laquelle on est confronté de façon majeure, qui est l'insécurité. À côté de là, il y a bien sûr cette note, on va dire, du haut-commissaire de la province du Kadiogo, qui est également en charge des affaires courantes au niveau de la mairie de Ouagadougou, qui a justement précisé que cette marche meeting ne pouvait pas justement avoir lieu au regard du contexte du moment. Et malgré tout, justement, les initiateurs, en tout cas, on a pu constater que certains étaient dans la rue, voilà, pour, on va dire, s'exprimer. Et parlant d'expression, on a pu voir, en tout cas pour ce que notre reporter nous a envoyé comme élément, que beaucoup d'inscriptions sur certains nombres de pancartes, mais en majorité, ce que l'on peut relever, c'est surtout, on va dire, la collaboration ou sinon la coopération entre le Burkina Faso et la Russie. Il demandait, pour être plus précis, il demandait que le Burkina Faso révise son partenariat militaire avec la France et pense plutôt à s'accorder avec justement la Russie. Au regard de ce qui se passe, on va dire, au Mali, parce que pour eux, et c'est ce que je me dis, depuis que le Mali a décidé de s'accorder, en tout cas, avec la Russie, déjà sur le plan militaire, on voit que la Russie est quasiment devenue l'équipementier militaire premier du Mali. Pas plus tard que les semaines écoulées, on a pu voir qu'il y a de l'armement qui est arrivé au Mali, de l'armement russe. Voilà. Et à côté de cela, on voit aussi que, tant bien que mal, le Mali, l'armée, pour parler des FAMA, arrive tant bien que mal à engranger des résultats probants sur le terrain. Voilà. Donc, des éléments comme ça qui pourraient justifier, on va dire, leur sortie dans les rues. On a appris également que du côté de Bobo aussi, il y a eu des rassemblements aussi dispersés par les forces de l'ordre et de sécurité. Globalement, voilà ce que l'on peut retenir de cette marche meeting. La leçon à tirer très rapidement, puisque le temps nous est compté, je pense que c'est une interpellation à l'endroit de nos autorités, notamment sur la question du partenariat avec justement, on va dire, ceux qui disent être justement nos amis ou sinon nos partenaires. Si aujourd'hui on considère la force Barkhane comme étant la force d'intervention militaire la plus grande de la France au niveau de la région du Sahel, et que depuis plusieurs années, cette force-là n'arrive pas à bouter, on va dire, le terrorisme hors de la zone sahélienne, il y a problème. Et quelque part, on pourrait légitimer cette expression justement des populations dans la rue. Donc là-dessus, les autorités en tout cas de la transition sont interpellées pour que l'on voit véritablement par rapport justement à notre partenariat, à nos accords militaires avec un certain nombre de nos amis ou un certain nombre de nos partenaires, ce qu'il y a lieu de faire, voilà, pour que on puisse atteindre nos objectifs vis-à-vis justement de la lutte contre justement l'insécurité. Et on espère que nos autorités ont pris bonne note, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a une marche meeting également qui est envisagée le 25 juin prochain. Voilà. D'accord. On verra bien, Rachid, en fonction de l'actualité. Deuxième sujet, on s'intéresse encore à l'insécurité. Malheureusement, ce fut un week-end endeuillé encore pour le Burkina Faso. C'est bien cela, Bzeta. Je dirais que c'est triste de le dire. Hein. Pratiquement chaque week-end, il y a quelque chose, malheureusement, de navrant, de désolant. Et c'est des attaques. On a pu relever 2 attaques simultanées à Gaskindé et Pobé Mengao, dans la région du Sahel, avec un bilan de 15 morts, dont 9 militaires, 4, on va dire, civils,
et 2 volontaires pour la défense de la patrie, donc des VDP. On dénombre aussi, selon justement l'armée, une quinzaine de blessés. Et là-dessus, il a été précisé que actuellement les dites localités sont sous contrôle et qu'il y a cours en termes d'opération du ratissage. On attendra de voir ce qu'il en sera pour la suite. Autre fait, on a pu constater aussi que pour la 2e fois, la commune de Balavé, nous sommes dans la région de la boucle du Moun, la commune de Balavé a été pour la 2e fois attaquée par des hommes armés non identifiés. Et ces personnes-là ont saccagé, on va dire, la mairie de Balavé et également vandalisé des installations de télécommunications. Et on précise aussi que, toujours courant le week-end, pour ce qui est de la nuit de vendredi à samedi, la mairie, du moins le commissariat de Solenzo a été également attaqué. C'est un sujet véritablement qui, on va dire, nous interroge, parce qu'on a l'impression que, pour ce qui est en tout cas de la région de la boucle du Moun, de plus en plus, on n'oublie pas que la boucle du Moun fait frontière avec le Mali. De plus en plus, on a l'impression que c'est une zone poreuse, pour parler de la frontière Mali-Burkina. Voilà. Et donc, assez facilement, on a l'impression que il est plus facile pour les hommes armés d'opérer dans cette zone-là. Je pense, sans être stratège militaire ou expert en matière de sécurité, je pense que cette zone-là, avec justement ce que l'on constate, est en train de se fragiliser. Si cela est, ça suppose qu'on pourrait se retrouver dans une situation comme on l'a connu avec Titao, qui également avait connu pratiquement le même scénario, au point que beaucoup, en tout cas, des populations de la zone ont dû quitter la localité pour se réfugier ailleurs. Et si on se retrouve avec une situation où aussi pratiquement la zone de Solenzo et autres viennent à devoir se vider, je pense que ça sera problématique. Donc je pense que nos autorités ont du pain sur la planche. C'est vrai que ce n'est guère simple. On le mesure véritablement, mais je pense qu'il faudrait que densément on puisse revoir les choses, notamment pour ce qui est de certaines zones qui ne devraient pas en principe justement, on va dire, nous perdre la main, où on doit justement perdre la main. On espère en tout cas qu'on ne reviendra pas pour en parler, surtout d'attaques qui ont eu lieu encore une énième fois, parce que c'est en moins d'une semaine que cela s'est passé, et cela justement nous interroge. Alors Rachid, on ne peut pas parler d'insécurité aujourd'hui sans faire un arrêt sur l'intox, sur les fausses informations aujourd'hui ou les fake news. Et tu as vu que dans ce domaine-là, malheureusement aussi, ça commence à devenir beaucoup. On se rappelle que vendredi, c'était jeudi nuit pratiquement, on parlait de l'arrestation du ministre en charge de la Défense. Information démentie par le gouvernement. Nous en avons parlé d'ailleurs dans la revue avec Elage le vendredi. Et après encore, tu vois, il y a cette information donc de ce média international qui dit que les forces armées burkinabées auraient commis justement des exactions, notamment en tuant des civils. Et le média dont tu parles là, c'est RFI. Oui. Voilà, Radio France Internationale. Merci pour la précision, Rachid. Voilà. Et tu vois que c'est comme on l'a dit, c'est une guerre d'information aussi dans cette histoire. Parce que malheureusement, on se retrouve avec des informations fabriquées. Et voilà, il a fallu encore que le gouvernement sorte pour démentir cette information. Et que le ministre porte-parole du gouvernement soit l'invité donc du journal à la télévision nationale encore pour démentir l'information. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire vraiment avec ces fake news, ces fausses informations fabriquées? C'est quoi le but d'ailleurs? Merci bien. Le temps que tu m'accordes pour en parler est assez limite. Moi, j'ai eu bénéficié d'une formation recyclée, on va dire, la semaine écoulée sur justement le sujet, parlant justement de fake news. Je ne vais pas revenir sur la responsabilité on va dire du média en question, le média cité Radio France Internationale. Je vais justement m'appesantir sur, on va dire, notre responsabilité à nous. Oui. Pas plus tard que la semaine passée, sur ton même plateau, j'avais indiqué que nos autorités doivent savoir que elles ont 2 terrains aujourd'hui pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme. Il y a le terrain où se passe véritablement la guerre, les attaques, le terrain de combat. Et il y a également l'Internet de façon générale, la toile, voilà, qui également est un terrain propice à on va dire, la fragilisation
du tissu social, économique et autres. Et si, tant qu'il n'y a pas de balises, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas un regard rigoureux sur, en tout cas, la toile, il faut se dire que l'un comme dans l'autre, on fera un travail presque nul. Là-dessus, c'est quoi? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des institutions, voilà, que ce soit au niveau civil, je vais parler de la CIL et bien d'autres. Nous avons également au plan militaire des organes, je ne vais pas les citer puisqu'il y en a qui sont également dans le secret. Il y a des organes qui également sont chargés de cette veille-là. Vous avez la chance de recevoir sur ce plateau la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Voilà. Donc, pour dire qu'il y a tellement, on va dire, de structures, voilà, de personnes morales, si je peux le dire ainsi, qui peuvent justement aider, concourir à la lutte justement contre les fake news. Et je pense que nos autorités actuelles gagneraient à travers avec ces organes-là, en revoyant justement le système qui pourrait être mis en place pour assurer le suivi, le monitoring, on va dire, sur la toile. Et qu'à côté de cela, la justice ne réchigne pas. Il ne faudrait pas qu'elle baisse la garde pour ça. Il faudrait qu'il y ait des exemples palpables de sanctions. Quand quelqu'un outrepasse, que ce soit les médias, que ce soit toute autre personne, que les sanctions soient appliquées pour servir justement de modèle. Parce que si aujourd'hui, des choses faillissent, même au niveau, on va dire, de la hiérarchie militaire, c'est que quelque part, il y a problème. La dernière fois, j'ai fait savoir que sur la toile circulait une note qui, justement, faisait savoir qu'il y a une certaine bourde entre, on va dire, les militaires entre eux-mêmes. Et pourtant, c'était justement, comme on dit, de la fausse information. Il y a eu également au cours justement du week-end écoulé, le fait dont nous parlons. Donc pour dire que de plus en plus, ça court sur justement la toile. Et si on ne prend garde, on va se retrouver dans une situation qu'on ne peut maîtriser. Pendant que des gens sont en train de lire pour dire qu'on a attaqué ou que dans telle zone, il y a quelque chose qui n'est pourtant pas vrai, les conséquences pourraient être dommageables en attendant que l'on vienne jouer les sapeurs-pompiers. Voilà. Donc, je pense que nos autorités, pour la énième fois, sont interpellées à justement trouver les voies et moyens pour justement agir. Et moi, j'ai hâte de voir des communiqués plus fermes, hein, surtout à l'endroit de ces médias internationaux qui quoi qu'on dise, hein, police... quel mot je vais utiliser, en tout cas qui empoisonne un peu l'environnement, parce que quand on donne une information comme ça, le temps que les gens se rendent compte que c'est pas vrai, imagine les spéculations, imagine le regard extérieur, imagine, parce que c'est ce qui se passe actuellement aussi au Mali, il y a cette guerre-là entre ces médias internationaux et puis les autorités maliennes aujourd'hui. Si ça vient au Burkina, est-ce que dans nos communiqués même, il ne faut pas aller jusqu'à leur exiger des choses, parce que si vous passez l'information, peut-être qu'il faut même exiger à ce qu'on vienne encore dans votre média pour démentir l'information que vous avez donnée. Parce que souvent, ils interviewent justement nos personnalités pour des sujets. Pourquoi quand vous vous trompez, vous n'appelez pas ces personnalités-là pour qu'ils viennent dire que vous avez donné l'information et que vous vous êtes trompé pour que vous reconnaissiez votre tort. Parce qu'après, quand ça se passe comme ça, moi, je suis régulièrement du moins leurs éditions pour voir si, en fait, il y aura vraiment... de l'assumation, on va se dire vraiment on a fauté, tout ça, mais ça arrive rarement, quoi. Peut-être que dans les communiqués, il faut exiger même que ces médias internationaux, dès que vous vous trompez, écoutez, vous reconnaissez et puis vous partez jusqu'à même inviter l'autorité concernée, tout, pour que justement on dise que ouvertement sur vos plateaux que voilà, vous êtes trompé. C'est bien vu en tout cas, Alzeta. Comme je l'ai dit, pour moi en tout cas, l'heure est à la responsabilité. J'insiste surtout sur la responsabilité justement de nos autorités. Et dans la prise de responsabilité de nos autorités, ce que justement tu avances comme réalité et comme position, ou du moins on va dire comme suggestion, pourrait être également pris en compte par nos autorités dans justement la prise de responsabilité. Maintenant du reste, si on a des médias qui se comportent tels, ça les engage. C'est pas intéressant. De toute façon, notre métier ne demande pas ça. Voilà. Alors, Rachid, on va dire quoi, nous restons en France. On va parler justement de Emmanuel Macron, le président français, qui reste dans son palais. Voilà, on a pu justement constater que l'élection présidentielle du moins, ça a bel et bien eu lieu concernant justement la France. Et ça a permis justement que Emmanuel Macron reste
du côté de l'Élysée. On précise que pour ce qui est des voix, il a remporté 58 voix contre son adversaire à la personne de Marine Le Pen qui a obtenu 41% des voix. Là-dessus, le commentaire que l'on pourrait faire peut-être se trouve à 2 points. Le premier point, est-ce que cela justement nous enchante ou nous étonne que Macron passe? Je dirais que peut-être entre guillemets, pas vraiment, dans la mesure où l'on savait que il était assez bien positionné pour en tout cas rebelloter. L'autre chose, c'est que aujourd'hui, Emmanuel Macron, encore nouveau président, je ne sais pas ce que véritablement les Burkinabés en particulier et bien plus généralement l'Afrique va attendre de lui de nouveau. C'est vrai que son programme politique, en tout cas, définit un certain nombre de vœux, de promesses, voilà. Mais, quoi que l'on dise, la politique africaine française, je sais que même si elle a des révisions, dans le fond, elle va rester telle. Voilà. De toutes les façons, si le contraire, il pourra justement nous le démontrer. D'accord. Félicitations à messieurs de l'Élysée. Tout à fait. Et pour finir, Rachid, en sport, là, on parle vraiment de 2 fédérations. Il y a déjà au niveau de la Fédération burkinabé de football, on a, bon, disons, on a un nouvel entraîneur pour l'équipe des étalons. Et du côté de la Côte d'Ivoire, eux, ils ont un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Tout à fait. D'abord, pour le Burkina Faso, il faut dire que, comme tu l'as dit, hein, le choix a été porté sur un Français, à la personne de Hubert Velud. Hubert Velud qui aujourd'hui remplace Kamou Malo après moult tractations. C'est vrai, de ce qu'on a pu avoir en tout cas comme information sur sa personne, ce semble être en tout cas quelqu'un qui est expérimenté, pour ce qui est en tout cas du football africain particulièrement. Donc là-dessus, entre guillemets, on s'est dit que on pourrait avoir la personne qui pourrait, un temps soit peu, insuffler ce qui est nécessaire à nos étalons pour parvenir à des résultats probants. On n'oublie pas que bientôt, en Côte d'Ivoire, aura lieu la CAN 2023. Et pour parler justement de CAN 2023, on se retrouve où aussi il y a du changement au niveau de la Fédération ivoirienne de football. C'est vrai que parmi les favoris, il y avait, on va dire Didier Drogba. Comme je dis, le national, Didier Drogba. Tout à fait, Didier Drogba. Ben bon, le destin a décidé autrement. Idriss Diallo, qui est aujourd'hui à la tête de la FIF, de la Fédération ivoirienne de football, on se dit que c'est le football ivoirien qui gagne. Voilà, que ce soit X ou Y, il ne faudrait pas justement que on en fasse tout un tapage. Ce qui est important, c'est que je pense que ce sont tous des acteurs du sport ivoirien, et je pense qu'ils gagneraient à s'accorder en termes justement de conjugaison d'idées, de conjugaison de projets pour justement que le sport, ou sinon le football ivoirien, gagne les batailles. Merci bien, Rachid. Nous disons félicitations, bonne arrivée encore à Monsieur Velud. Tout à fait. Pour conduire l'équipe des étalons. Nous espérons aller loin pour cette CAN 2023. Et puis, bien sûr, bonne arrivée. Félicitations aussi à Monsieur Diallo du côté de la Côte d'Ivoire. Merci à toi, Rachid. Merci, Abzeta, et très bonne suite d'émission. Merci. Nous poursuivons avec l'émission du jour. Je vous l'annonçais en introduction. Notre invité du jour est le président de l'association des victimes d'accidents de Burkina Faso, M. Zamanoma Kaboré, que nous retrouvons juste après ça. Notre invité est bien installé sur ce plateau, M. Zamanoma Kaboré, président de l'association des victimes d'accidents du Burkina Faso. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci beaucoup. Monsieur Zamanoma. Oui. Donc vous rassemblez le Zama. En tout cas, je fais de mon possible. Ça signifie quoi, peut-être pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas mon nom? Zamanoma, ça veut dire beaucoup de monde, beaucoup de gens, c'est bon. Beaucoup de gens, c'est bon. Et puis, cette semaine, il faut rappeler que c'est la semaine de la prévention, de la sécurité, de la santé au travail. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais Monsieur Zamanoma, il faut qu'on rappelle que vous êtes vous-même, vous avez été victime justement d'accidents de travail. Et aujourd'hui, vous avez un handicap. Donc, nous allons revenir sur votre cas d'abord
pour que vous puissiez expliquer aux téléspectateurs quand et comment ça s'est passé avant qu'on puisse poursuivre avec les autres. D'accord. Bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs. Moi, comme on a dit, je m'appelle Kabouri Zamanoma, je suis le président de l'association des victimes d'accidents du Burkina Faso. Et comment s'est passé mon accident? C'était le 25 mai 1989. 89. Je travaillais dans une société de la place, mais j'ai fait une formation pour faire du grillage. Alors, un matin, on est arrivé, on nous a trouvé on nous a montré une machine qu'on a déposée dans la nuit pour dire que la machine là ondule les tôles. Les tôles là viennent lisses et nous les endolons, enlever les bosses et les bosses. C'est là que, bon, on nous a pas fait une formation. On nous a montré comment il faut travailler seulement. Allez, hop, on a commencé à travailler. Et il faut dire que le travail était dur, parce que je pense que ça devait être la première machine qui pouvait endoler les tôles au Burkina Faso ici. Donc la commande était très élevée. Donc le matin, quand on part à 7 h, à midi, on descend pour aller manger, et revenir prendre le travail. Le soir, on va aller manger, et souvent on descend à minuit. Wow. Souvent 22 h, 23 h. Donc vous savez qu'il y a la fatigue qui est là. Bien sûr. Bon, là, donc le 25 mai, quand je suis arrivé, j'ai ondulé les tôles, puisque ça vient par plaquette. Et la plaquette là, c'est 1000 tôles. Et souvent, moi, j'ondule tous les 1000 tôles sans faire de dégâts. Et donc, ce jour-là, une tôle qui était mal introduite. J'ai dit, j'ai l'habitude de réparer. Et quand je voulais réparer maintenant, la machine, là, c'est deux roulés qui se roulent entre eux comme ça. Et la machine n'est pas protégée. Mais comme nous, on ne savait pas, on ne connaît pas la machine, donc on ne savait pas que c'était devait avoir une protection. Mais malheureusement, c'est une vieille machine, ce n'est pas une machine neuve. Donc là maintenant, quand je voulais essayer de tout, j'ai appuyé pour pouvoir pousser la tôle pour que ça rentre dans la machine là correctement. Ma main a glissé. Puisque les tôles, c'est à la graisse. Donc on travaille avec un gars en cuir. D'accord. Voilà, donc quand j'ai appuyé comme ça seulement, ma main a glissé. Et quand la main a glissé, ça rentre dans la machine. Bon, la machine ne connaît pas quelqu'un. Là, on a continué à broyer ma main là. On a broyé ma main. En attendant, Dieu merci, j'ai pu appuyer et j'ai tiré avec force. Quand j'ai tiré avec force, le gant et les doigts sont partis sortir le toit avec le sang. Les deux qui étaient là-bas, eux, ils ont fui. Maintenant, c'est celui qui était là qui a arrêté la machine. Et voilà le début de mon malheur. Wow. Et on m'a amené à l'hôpital avec les sapeurs-pompiers en tout cas. Et là, vous avez perdu les doigts? J'ai perdu tous les doigts. J'ai perdu tous les doigts. Ça, c'est un prothèse. J'ai perdu tous les doigts. Vous voyez? Rien. Tous les doigts, sauf les pouces seulement qui restent un peu seulement. Voilà. Là aussi, c'était trop blessé, c'est parce que ça a repoussé aussi. Quoi. Oui. Voilà. Donc, on m'a amené à l'hôpital. Et déjà à l'hôpital, nous sommes arrivés qu'il y avait le ministre de la Santé qui venait pour éviter l'hôpital. Et on nous a enfermés dans une maison pour dire que quand le ministre n'était même pas encore venu. Quand le ministre va venir, il va finir sa visite. C'est après ça maintenant qu'on va s'occuper de nous. Ça veut dire que là, on n'avait même pas, vous n'avez pas eu les premiers soins d'abord? Non, pas des premiers soins. Et on nous a plaqués dans la maison, enfermés dans la maison. Je n'étais pas seul. Bon, on était au moins 5 ou 6 comme ça. Alors donc, entre-temps, moi j'ai ma belle-mère qui travaille à l'hôpital au niveau du laboratoire. C'était où, rappelez-nous? Là? C'était dans quel hôpital? C'est l'hôpital Yalgado. À Yalgado, Grand Yalgado. Grand Yalgado là même. Donc j'étais obligé d'aller vers ma belle-sœur. Je suis parti là. Puisqu'on nous dit de ne pas sortir parce que le sang va couler sur les carreaux et que depuis 5 h du matin, ils sont là pour nettoyer. Il ne faut pas que nous viennent salir. Parce que monsieur le ministre doit passer. Parce que le ministre, je dirais que le ministre ne sait pas qu'il y a des accidents. C'est ça. Donc j'ai oublié, j'ai forcé, je suis parti 3 fois sur ma belle-sœur. Elle n'était pas là aussi, qu'elle était partie à l'école de santé pour enseigner. C'est quand elle est revenue qu'on l'a dit, et elle qui est venue maintenant, négocier avec un médecin maintenant, qui m'a pris. Et c'était vers les 14 h. L'accident s'est passé 9h30, vers les 9h30. Et c'est vers les 14 h qu'on a commencé à me prendre à l'hôpital. Alors, c'est quand je suis rentré dans... En ce moment, il n'y avait pas anesthésie partielle comme aujourd'hui. C'était anesthésie générale. Et on m'a fait endormir. Et quand je me suis réveillé, c'est ce que je vous ai montré. Et voilà, quand je me suis réveillé, c'était bandé. Et j'ai trouvé que tous mes doigts ne sont plus là. Tous mes 4 doigts sont partis. Vous voyez? Voilà comment mon accident s'est arrivé. C'est bien d'expliquer votre histoire pour que et là ce n'est pas vous seul au sein de votre association. On sait que dans vos communications on a encore des témoignages aussi de personnes qui ont vécu des situations comme ça ou pire. Oui, pire même, pire.
Et si on devait prendre le plus accidenté pour être le président de l'association, moi je ne pourrais même pas être dans le membre du bureau. Parce qu'il y en a plus grave que moi. Voilà. C'est dommage. Maintenant, vous avez pu bénéficier de cette assistance. Durant combien de temps, par exemple, vous êtes resté à l'hôpital, à la maison? Comment, quand vous êtes sorti, comment vous êtes adapté à votre nouvelle vie? Bon, ce que je me rappelle, c'est qu'à l'hôpital, j'ai fait 35 jours. 35 jours. Voilà, ça, je me rappelle bien. Parce que je ne peux pas oublier, parce que chaque matin, on me faisait une piqûre. Chaque soir, on me faisait une piqûre. Donc, ça veut dire, vous calculez les 35 jours, ça fait 70 piqûres. Parce que ce moment, il n'y avait pas de sérum. Oui. Donc, matin, midi, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. 35 jours. 35 jours, ça fait déjà 70 piqûres. Sans compter les piqûres qu'on m'a fait pour anesthésie là. Sans compter après ça, encore, on a fait d'autres piqûres. Donc, ça veut dire que je me trouve peut-être avec 100 piqûres dans mes fesses. C'est pas facile. Wow. Voilà. Bon, sans vous parler de la nouvelle vie, moi, je suis quelqu'un qui adapte très vite la situation. Moi, je ne me suis pas fait trop de problèmes. Je me suis dit, il y a d'autres qui ont été plus blessés, graves que moi. Et ils vivent. Moi, je dois vivre aussi. Je ne vais pas sombrer. Donc, déjà, vite, je me suis levé, j'ai commencé à remonter ma moto. Bon, le service m'ont payé une moto, une P59, quand j'ai quitté l'hôpital. Et puisque moi, j'étais un machiniste, et on me faisait les tôles. Maintenant, on m'a amené au niveau de la direction générale pour être agent de liaison et planton en même temps. Agent de liaison et agent de recouvrement. Ça veut dire qu'ils vous ont reclassé dans le service? Oui. Ils m'ont reclassé, oui. Mais moi je me dis que c'est pas une bonne reclasse. Puisque ça veut dire que moi seul je fais des activités. Je fais l'agent de liaison et je fais le recouvrement. C'est pas normal, c'est deux fonctions différentes. Oui. Alors, j'ai fait ça pendant un bout de temps. Mais en même temps, moi je trouve que ça ne me plaît pas quoi. Vous aviez le même salaire? Oui. Et j'ai dit au patron, comme j'ai deux travails là, ajoutez-moi de l'argent. J'avais demandé à l'époque 10 000. Ajoutez-moi 10 000 dans mon salaire pour que je puisse faire les deux travaux. Sinon, une personne fait les deux travaux avec le même salaire, c'est pas bon. Donc, pour me faire mal, pour me répondre, pour me répondre si je veux ne que foutre les camps, ils ont engagé quelqu'un qu'on le paie le même salaire que moi pour faire la chose. L'agent de liaison et m'a laissé pour le recouvrement. Et moi, je faisais le recouvrement. Alors, c'est comme ça que j'ai resté là-bas. Mais en temps, je vois que je suis indésirable dans le service. On n'a pas. Ça veut dire que, bon, je n'ai plus de respect, quoi. Après votre accident, ça veut dire que les choses ont changé. C'était pas des gens normaux qui étaient fort robustes. Donc, ça veut dire que je vois qu'il n'y a même plus de respect. En temps, je vois que je suis là, quoi. Je ne vais pas me renvoyer pour que je pose plainte pour aller en justice avec eux. Parce que la machine devait être assurée. Et la machine n'a pas été assurée. Donc c'est le patron qui devait me payer l'assurance là. Et le patron, comme il ne veut pas payer, il sait que si, puisqu'il a parlé, ils ont dit, si vous habitez là, il va réclamer l'assurance et ça va vous coûter cher. Donc c'est ça, ils veulent que moi je parte de moi-même. Comme ça, en tout cas, il n'y a pas de problème. Alors, c'est comme ça, j'ai continué à faire mon recouvrement. Je faisais même dans les provinces. Et je peux vous raconter une histoire. Bon, je ne vais pas donner le nom des gens, mais il y a un grand du pays à l'époque qui a fait un bout de papier et il est venu prendre des marchandises de 47 millions et quelques. Pas un bout de commande, un bout de papier seulement. Et maintenant, personne ne voulait aller donner la voiture. Comme ce n'est pas mon travail, ils m'ont appelé pour dire, pardon, nous voulons te demander d'aller donner. J'ai dit, ce n'est pas mon travail. Moi, mon travail, si vous donnez la voiture et qu'il ne paye pas, moi, je vais aller demander. Même si je vais aller mourir là, je vais aller demander parce que je sais que c'est mon travail. Mais aller donner la voiture, ce n'est pas mon travail. Je ne parle pas. Ils m'ont négocié, j'ai dit, d'accord, si vous voulez négocier, vous allez payer spécialement pour ça. Qu'ils vont me donner 25 000. J'ai dit, je ne veux pas 25 000. Ils m'ont dit, non, moi, j'ai dit, je veux 100 000. 100 000 ou rien. Ils ont dit d'aller, puis j'ai dit, je ne parle pas. Je préfère mourir avec mon argent là-bas. Comme ça, ma famille, moi, va venir prendre les 100 000 francs. Allez commencer à bouffer, quoi. Je ne vais pas partir sans. Ils m'ont donné les 100 000. Et je suis parti donner la voiture. À la personne même, je suis parti donner la voiture. Parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé que j'ai des connaissances là-bas. Qui a commencé à s'amuser avec moi. Et pour aller atteindre la personne pour donner la voiture là, il y a 6 postes. Premier poste, c'est 2 personnes qui me squattent comme ça, gauche-droite. Arrivé, deuxième poste, troisième poste, c'est comme ça jusqu'à la personne. Je suis parti donner la voiture. Et il a signé. Et le lendemain, il est venu payer l'argent. Il n'a même pas attendu qu'on vienne lui demander. Il est venu payer l'argent le lendemain avec un chèque.
Donc, vous voyez, c'est pas facile, quoi. On a toujours besoin, donc, des uns et des autres dans un service, comme on le dit. Voilà. Vous avez vécu des difficultés après. Mais c'est vrai, il y a les difficultés, disons, au travail, le changement et tout. Mais après aussi, il y a la famille qui est là. Comment la famille a vécu ces moments durs? Bon, tu vois, au départ, la famille était trop découragée. C'était trop découragé parce que, comme ils ont vu que moi aussi, je me battais pour quand même apporter quelque chose à la famille, et c'est moi qui ai fait l'accident, c'était décourageant. C'était très, très décourageant. Et encore, pourquoi j'ai été encore découragé? Moi, j'avais mon voisin, vraiment, j'ai beaucoup soutenu le voisin là, parce qu'il ne travaillait pas. Et il a une femme avec 4 enfants. Moi, quand j'ai fait l'accident, j'étais marié, mais je n'avais pas encore d'enfants. Voilà. Donc, moi, je soutenais très bien la famille. Et quand j'ai fait l'accident, il est sorti sur la terrasse, puisqu'on avait la même terrasse. Il ne savait pas que ma femme est là. Et il dit, je m'occupe de moi que voilà, son malin là, à chaque fois il aime fouler, c'est foutu maintenant, il ne peut plus travailler, il ne peut pas cultiver, il va mendier ici. C'est pas lui qui fait le malin qui nous donnait 5 000, 5 000, 2 000, 2 000 là. Nous, on va lui donner 25, 25, 50 ici. Bon, quand j'ai entendu... C'est une femme ou un homme qui a dit ça? C'est une femme avec sa... C'est le monsieur avec sa femme. Avec sa femme, le couple quoi. Le couple. Donc, mais quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais toujours à l'hôpital. Quand je suis sorti de l'hôpital, mon petit frère, parce que ma femme a dit ça, a raconté ça à mon petit frère, et mon petit frère m'a dit, j'ai dit, si ça n'a pas de problème. Je pense que le Dieu qui est là, moi, je n'ai pas demandé à venir dans ce monde-là. C'est Dieu qui m'a envoyé. Il sait pourquoi il m'a envoyé, il sait ce que je dois faire. Il ne va pas me lâcher parce que je ne fais pas du mal à quelqu'un. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et c'est ça même, souvent quand les gens prennent certaines choses en mal, moi j'ai pris ça en bien, j'ai dit, voilà, je vais faire tout pour prouver au monsieur que même si je vais mendier, ce n'est pas à lui que je vais mendier. Et puis je peux me mendier, venir enlever les données. Et c'est comme ça que moi j'ai pris la chose. Je ne vais pas faire bagarre avec lui. Souvent même quand je le vois, je lui donne 1000 francs, 500 francs. Souvent il refuse. Je dis non, il faut prendre. Il n'y a pas de problème. Un jour même il passait, il faisait des briques. Moi je lui ai dit de venir faire mes briques. Il n'est pas venu. Ça veut dire que déjà, il faut être fort mentalement. Voilà. Parce que quand vous êtes accidenté de travail, vous perdez, vous devenez handicapé ou vous perdez un membre. Il faut être fort parce que la famille aussi va devoir être confrontée à des mots durs forcément. Oui. Mais si d'autres disent que c'est parce que tu es mauvais, c'est parce que tu as fait ça, que cela t'est arrivé. Vous avez entendu beaucoup. J'ai entendu tout ça. Mais moi, je me fous. Moi, je ne regarde pas ça. Parce que moi, j'ai un caractère que moi, je n'écoute pas les gens dire. Non. Même si tu parles de moi et je parle, j'entends là. Moi, je te demande. Si tu ne m'as pas adressé la parole là, moi, je ne parle pas. Moi, ce n'est pas mon problème. On sait en discutant même en off avec vous, on sait que vous êtes quelqu'un qui aime vraiment rassembler, comme votre prénom le dit, et qui aime justement accompagner les gens. Et c'est certainement ce qui vous a poussé à créer l'association donc des victimes d'accidents du Burkina Faso. Voilà. Parce qu'à l'époque, si on a créé l'association, on s'était vu qu'à l'époque, à la caisse, les dossiers là sont très lents. Les dossiers traînent. Il y a des gens qui ont fait des accidents et qui peuvent faire 2 ans, 3 ans, 4 ans sans avoir leurs droits. Et je me rappelle qu'il y a un monsieur, paix à son âme, il est décédé, monsieur Da Amédé. Il a fait 9 ans. Et c'est au 9e année qu'il a pu avoir ses droits. Et là aussi, parce qu'un jour, moi, je suis parti là-bas et il venait de sortir au service des AT. Là, c'est accident de travail. Et la dame qui est là, on l'appelait Aguia, qui a dit, monsieur Kaboré, tu as rencontré le monsieur, je l'ai rencontré. Pardon, il faut voir le vieux là. S'il vient ici là, nous on a la chair de poule. Parce qu'il vient parler comme s'il va pleurer. Moi, je suis sorti le trouver. J'ai dit, quel est ton problème? Il a expliqué son problème. J'ai dit, d'accord, écris au recours gracieux. Parce qu'il a fait l'accident dans une société. Bon, comme la société n'existe pas, on appelait Gargaz. La Tchonabi actuellement là, Gargaz était là-bas. Voilà, c'était Gargaz. Non, après c'était Gargaz. Après c'est devenu... j'ai roulé le nom. Donc c'était une société qui était située au siège de l'actuel Sonabi. Voilà, l'actuel Sonabi là. Lui c'est un mécanicien. Et quand les véhicules là viennent, on ronfle pour que lui il écoute le bruit, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et maintenant, ronfle là, lui il voulait tourner comme ça. Il y a la chose inflexible qui a pété. Et comme il y avait de l'huile chaude dans la flexible là, ça a jailli sur ses yeux. Et c'est comme ça que lui il a eu son accident. Donc il ne voyait même plus. Accident de travail. Accident de travail. Il ne voyait même plus. Et il est resté à la maison. Pendant que lui, il est à la maison, on a fermé même la société.
Donc voilà, son problème est aggravé. Mais heureusement, on avait pu déclarer. On avait pu déclarer l'accident. Mais maintenant, comme lui, c'est les problèmes des yeux, il est parti coucher à la maison, c'est aller soigner, aller laver, tout ça là. Il ne s'occupe même pas de ça. Après, il ne sait même pas où se trouvent les papiers qu'il a déclarés là. Mais quand il m'a rencontré, moi je lui ai expliqué tout ça. Il a cherché. Et il avait mis ça dans un bouquin. C'est sa fille qui est infirmière là qui a cherché. Un jour, pas comme ça, pour lire le bouquin. Et puis il a trouvé ça dans le bouquin là. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et on est parti au recours gracieux. Le recours gracieux a répondu. La caisse dit de chercher les papiers. Puisque la caisse a dit que le dossier est perdu. Comme on a pu le papier de déclaration maintenant, ça confirme que ça a été bel et bien déclaré. Donc ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. La caisse a répondu au recours gracieux pour dire que les dossiers sont perdus. Le recours gracieux a répondu pour dire vous calculez et vous payez le monsieur. Wow. Et c'est comme et ça vous avez pu l'aider. Voilà, c'est comme ça que le monsieur est rentré dans ses droits. Parce qu'il avait 3 cours. À Ouagadougou, il avait 2 cours. À Bobo, il avait 1 cour. À Gawa, il a vendu il y a une cour ici, une cour à Bobo. Et il s'attendait à vendre la cour où il habitait pour repartir dans son village. Ouais. Il m'a dit que lui partait comme ça là. C'est pour aller chercher quelqu'un pour payer sa cour. Lui va amener sa famille là à Gawa. Parce qu'il ne savait plus quoi faire. Voilà. Revenons justement à l'historique de la création de cette association. Oui, parce que vous avez rencontré des cas comme ça. Voilà. Ce qui vous a certainement poussé à mettre en place cette association pour aider ces accidentés de travail. Oui, donc ça veut dire quand on a commencé, on s'est vu, on a dit non, il ne faut pas que nous attendons pour que les dossiers là ne partent pas vite, puis nous on te regarde. Nous sommes déjà victimes, nous allons aider pour que ces choses-là vont bien. Donc on a commencé, on a créé l'association, et puis après, bon, on a eu le récépissé, on a commencé à travailler. Bon, c'est vrai que d'autres croyaient que nous on fait concurrence. Nous on a dit non. Ça veut dire que si le dossier traîne, nous on peut aller voir, demander, voilà comment ça traîne, pourquoi quel est le dossier, quel est le problème. Effectivement, souvent c'est un petit bout de papier. Un petit bout de papier qui manque seulement. Et le dossier traîne. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait 3 ans, il n'avait pas de suite. C'était le taux d'incapacité du médecin traitant. Parce que le médecin traitant doit mettre le taux d'incapacité. Et ce taux d'incapacité doit lui venir maintenant au niveau de la caisse. Et le médecin conseil va approuver. Il peut, il peut augmenter le taux, il peut diminuer le taux ou il peut conserver le taux. Si ça c'est si, maintenant, à blanchir sur la suite pour pouvoir calculer, pour pouvoir payer 40. Alors, M. Kavoré, au sein de cette association, quelles sont les activités que vous menez régulièrement? Les activités que nous menons régulièrement, c'est la prévention. Je peux revenir pour dire que nous n'avons pas créé ça pour la prévention. Nous n'avons pas créé nous n'avons pas mis prévention dans notre association, dans nos activités là. C'était accompagner les accidentés pour qu'ils rentrent dans leurs droits. Mais en même temps, nous sommes dit, et si nous sommes à la caisse, on part là-bas tourner pour que si quelqu'un a un problème, on l'aide. Et si on partait les voir dans leur lieu de travail, pour les sensibiliser, pour qu'ils évitent l'accident, ça serait mieux. Et c'est comme ça que nous avons inclus ça maintenant dans notre activité et la prévention. Alors, deuxièmement, on ne s'occupait pas des accidentés de la circulation. Ça, c'est en 2015 que nous avons fait une assemblée générale, parce que les accidentés de la circulation aussi, d'autres font partie de l'accident de travail, puisqu'on appelle ça l'accident de trajet. Il faut peut-être essayer de nous dire même c'est quoi un accident de travail justement. Qu'est-ce qui est inclus dans accident de travail? Donc, un accident de travail, c'est un accident qui s'est produit au lieu de travail. Et la loi dit qu'il y a faute ou pas. Si c'est produit au lieu de travail, c'est un accident de travail. Voilà ce qu'on définit. Bon, je ne peux pas prendre tous les termes normalement. Mais vous avez parlé aussi d'accident de trajet. D'accident de trajet, c'est un accident qui s'est produit entre le lieu de service et ton domicile. Et vice-versa. Ou si tu es en mission, ou tu es envoyé par le patron, ou encore, ça peut être le lieu où tu pars chaque matin, tu as un lieu fixe. Et chaque matin, tu pars prendre ton petit déjeuner avant de venir au service. Tout ça, ça peut faire un accident de travail. Et encore, ou, par exemple, tu peux prendre la voie et tu trouves que la voie est bloquée, soit par la police, par la gendarmerie, ou par n'importe quelle chose qui est bloquée, vous êtes obligé de dévier. Et quand tu dévies, ça peut toujours être un accident. Donc, si nous comprenons bien, si tu quittes ton travail, tu descends à 17h et que tu es à 20 minutes d'ici, par exemple, tu rentres à la maison, sur la route, si tu fais un accident, je touche du bois, ça veut dire que ça rentre dans l'accident du travail. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'accident de trajet. Trajet. Voilà. Mais
Ça veut dire qu'il ne faut pas détourner la voie pour tes propres intérêts. Okay. Voilà. Voilà, ça, il faut aller tout droit à la maison. Et je pense que il y a des gens qui ont par exemple 2 femmes, ou bien 3 femmes, mariées légalement. Si tu vas sur l'autre ou tu vas sur l'elle, ça peut toujours être un accident parce que tu n'es pas encore arrivé chez toi à la maison. Ça peut être un accident de trajet aussi. D'accord. Voilà. Ok, donc dans ces 2 cas, que ce soit l'accident de trajet ou du travail, si ça rentre dans le cadre du travail ou si tu es en mission, tu es dans le droit de réclamer de l'accompagnement de la réparation par la Caisse nationale de sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on doit faire justement, M. Zamanoma, lorsqu'on est victime d'accident de travail? Parce que beaucoup ignorent toujours. Bon, quand on est victime d'accident de travail, la première des choses, c'est de passer, dire au patron, informer le patron le plus tôt possible. Informer le patron, et parce que c'est le patron qui doit prendre les premiers soins en charge et aller faire la déclaration à la caisse. Pas obligatoirement lui, quoi. Lui, comme son représentant, peut aller faire la déclaration à la caisse en 48 heures. Dans les 48 heures qui suivent, tu dois aller déclarer au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale l'accident de travail. Mais maintenant, pour quelque cause que ce soit, les 48 heures n'ont pas été respectées. C'est la victime même qui doit aller faire la déclaration. Et la victime a 2 ans pour faire la déclaration. D'accord. Il a vraiment 2 ans pour faire la déclaration. Vous voyez que là-bas, c'est bien. Oui, jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans, tu peux te faire déclarer. Quelqu'un peut aller déclarer à ton nom. Ou en tout cas, l'essentiel que ça soit déclaré. Maintenant, pour ceux qui ne sont même pas déclarés à la caisse, parce que la réalité aussi, c'est qu'on a des travailleurs aujourd'hui qui ne sont même pas déclarés à la caisse. Est-ce qu'en cas d'accident de travail, tu as toujours la possibilité d'aller déclarer l'accident? Bon, si vous n'êtes pas affilié à la caisse. Si vous n'êtes pas affilié à la caisse, c'est compliqué, puisqu'on ne te reconnaît pas. Il faut qu'on te reconnaisse d'abord, avant de pouvoir s'occuper de ton problème. Donc, normalement, la loi dit que tout employé là doit être déclaré à la caisse. Tout. Ça veut dire que s'il y a des gens qui ne sont pas déclarés à la caisse, c'est la faute du patron. C'est la faute du patron. Le patron devait le faire déclarer. Mais si le travailleur vient de commencer, et peut-être que ça n'a pas encore duré, bon, il peut aller voir la caisse, voir comment, dans quelle mesure il pourra déclarer. Parce qu'il y a quand même des délais où que tu n'es pas déclaré, on peut faire la déclaration. Parce que quelqu'un qui vient de commencer à travailler aujourd'hui, ou bien il y a 2 jours, 3, comment il va être déclaré d'abord? Parce qu'il ne peut pas être d'accord déclaré. Tu ne peux pas le déclarer avant qu'il commence le travail. Mais dans ces cas-là, tu peux aller approcher la caisse. Je crois que la caisse peut trouver une solution pour ça. On va reparler de la prévention. Il faut rappeler que la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail sera célébrée le 28 avril, donc prochain. Que représente cette journée pour vous? Bon, je vais commencer d'abord parce qu'il y a 2 journées. Il y a la journée mondiale de la santé, sécurité au travail. Santé et sécurité au travail. Qui est, je crois que c'est, il y a 2 dates là, il y a le 28, attends, je veux, il y a l'un qui est le 28, un qui est le 30, mais je ne me rappelle pas qui est le 28, qui est le 30, puisque chaque année, on fait et ça là, ensemble. vous faites la semaine, carrément. Oui. Non, le mois. Le mois de la prévention. Et la clôture, c'est le 30. Ça a toujours été le 30. Donc, c'est le 30 avril qu'on clôture toutes les activités du mois. Donc, on appelle ce mois-là le mois de la prévention. Donc, il y a la journée mondiale de la santé et sécurité au travail et il y a la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Voilà. Mais là, pour cette année, qu'est-ce que l'association a prévu comme activité? Et nous avons prévu comme activité, normalement on devait commencer notre activité demain, mais ce n'est pas possible parce qu'on a eu des invitations un peu partout qu'on est parti. Et ça fait que nous-mêmes, notre activité là, on a repoussé. Mais ces invitations aussi font partie des activités pour ce mois. Il s'agit d'aller rencontrer des travailleurs? Voilà. Par exemple, on était à Koutougou avec le ministère et pour aller rencontrer les comités de santé et sécurité au travail et dans les entreprises. Bon, normalement, on devait aller à Perquois, dans la mine de Perquois. Malheureusement, quand on est arrivé là, on s'est trouvé qu'il y a un accident qui s'est produit là-bas. Et il y a 8 personnes qui sont coincées. Je ne sais pas s'ils sont... Moi, je peux apprendre qu'ils sont déjà encore sortis. Non, les travaux, jusqu'à hier, les travaux étaient toujours en cours pour essayer de les sortir. Donc, nous n'avons pas pu aller là-bas. Donc, on était obligés de partir à la Sophie Thérèse, à la Sonabel et à la Coton Bio. Voilà, c'est 3 entreprises qu'on a rencontrées, les comités de santé et de sécurité au travail.
parce que nous travaillons avec le ministère de la fonction publique, ceux qui sont devant, et nous on les suit pour quand même essayer d'apporter notre contribution aussi. Ce sont des sensibilisations que vous faites quand vous faites des tournées comme ça dans les sociétés? Oui, oui, ce sont des sensibilisations. Voilà. Ce sont D'accord. des sensibilisations. Et on est revenu, on a fait un atelier à Koutougou et on est rentré le 20, le 20 combien là? Ce n'est pas grave. Monsieur Zabanoma, maintenant, c'est vrai que vos activités ne se passeront plus le 28 ou le 30, mais vous avez repoussé un peu, comme vous l'avez dit. Oui, oui. Et ça sera quoi concrètement que vous allez faire comme activité? Nous avons prévu une sensibilisation dans les écoles de formation professionnelle. D'accord. Et nous avons prévu aussi faire une formation avec la Croix-Rouge sur les premiers gestes qui s'ouvrent. Vous voyez que en cas d'accident, il y a des gens qui se précipitent pour arriver, pour soit disant qu'ils veulent aider la victime. Mais s'ils ne connaissent pas, au lieu de le sauver, c'est eux-mêmes qui vont le terminer. Donc, il y a des positions, il y a des manières de prendre la victime, et ça dépend du degré même de son... Il y a des trucs qui ne respirent plus, C'est ça. des trucs qui sont... Bon, il y a un pied cassé, il y a un bras cassé, tout ça là, il y a des méthodes, il y a des manières pour pouvoir les sauver, sans autant aggraver leur situation. Donc, nous avons dit que nous allons faire de la formation de 30 personnes, qui vont quand même, d'autres vont venir même des centres de formation professionnelle, d'autres vont venir des choses, des entreprises, et notre association aussi, on va les former ensemble. D'accord. Voilà. Et donc, la formation sur les premiers gestes qui sauvent. Et puis, est-ce que vous avez prévu une cérémonie? Oui, on a prévu une cérémonie à la clôture. D'accord. Voilà, mais pour le début, il n'y a pas de cérémonie. Mais la clôture, on va faire quand même une clôture pour inviter nos partenaires quand même qui nous ont soutenus de venir participer et apprécier ce que nous avons fait. C'est ça. Voilà. Au lieu d'avril, ça se passera quand? Nous avons donné du 4 au 9 mai. Du 4 au 9 mai. Mais- Donc, c'est vraiment la semaine de la prévention. Voilà. Ou sinon, le mois de la La prévention. prévention. Nous sommes sortis, bon, ça c'est un différé maintenant que nous allons organiser. C'est ça. Voilà. Puisque c'est avril, le mois de la prévention. Maintenant, on parle de prévention justement pour vraiment tendre vers la fin de notre entretien. Vous avez dit qu'aujourd'hui, le but de l'association, c'est aller vers la prévention. Donc, rencontrer ces travailleurs-là, les conseiller, les sensibiliser avant que le mal n'arrive. Voilà. Maintenant, comment en général on peut justement on peut prévenir l'accident de circulation ou se protéger? C'est vrai qu'un accident, c'est vite arrivé, mais comment anticiper surtout? Et si je prends les accidents de la circulation, si vous voyez la plupart des accidents de la circulation, la faute c'est la personne lui-même. Et il y a des gens, par exemple, nous on doit venir ici ce matin. Et on doit être ici à 7h30, un exemple. Et je quitte à 7h pour être ici dans 30 minutes. Pourtant je sais que je suis jusqu'à Pissy. Vous voyez, c'est là, il y a la vitesse. Il y a la méconnaissance du code de la route. Il y a l'ignorance et puis il y a l'incivisme. Si tout ça est respecté, il y aura moins d'accidents. Beaucoup moins d'accidents. Et encore, moi, je dis, si la vitesse, et même si les gens diminuent même la vitesse, même s'il y a accident, il y aura moins de dégâts. Il y aura moins de dégâts. Mais vous allez voir des véhicules qui sont faroutés, des motos froissées. Bon, ça veut dire qu'il y avait la vitesse. Et la coalition, quand c'est arrivé, vraiment, ça fait trop de dégâts. Et la moto même qui est en fer, qui peut être broyée, mais il ne faut pas demander si la personne là, qu'est-ce qu'il est devenu. Donc c'est ça, c'est la vitesse, c'est l'ignorance. D'autres même, c'est l'incivisme. Il voit le feu, et mais quand il est dit, il brûle seulement. Parce que lui, il est pressé, il s'en fout des autres. Il n'y a pas la tolérance sur la voie. Souvent, on dit que la priorité ne sauve pas. C'est la prudence qui sauve. C'est parce que tu as raison, que tu vois une remorque qui vient, tu as raison, tu es une moto, tu dois forcément partir. Ah, si tu te pédines, même si tu as raison, est-ce que tu ne vas pas mourir? C'est dommage. Ça, c'est pour les accidents de la circulation. Voilà. Mais maintenant, pour le travail. Au niveau des accidents de travail, c'est de respecter les consignes. D'accord. Parce qu'il y a des règles qu'on a établies dans les entreprises. Et voilà comment tu dois travailler. Voilà comment tu dois travailler. Respecter tous les consignes, tous les gestes qu'on te montre. Et encore, si par exemple je donne un exemple par quelqu'un qui descend du travail et quelqu'un d'autre va le remplacer, s'il y a une modification, qui passe la modification là à la personne qui va venir avant de partir. Avant de partir. Et j'apprécie beaucoup dans les mines, ils appellent ça cadenas. La cadenas, ça veut dire que c'est les machines qui sont dangereuses, ils vont des cadenas. Et c'est 3 personnes qui mettent les cadenas, 3 cadenas.
Ok. Ça veut dire que s'il n'y a pas, si tous les trois ne se retrouvent pas, on ne peut pas décadenager. Et puis, il faut maximiser certainement sur les équipements de protection aussi pour certains travaux. Donc, il y a d'autres qui disent que quand ils partent les casques, ils disent que c'est chaud, les gars, mais c'est l'outil de travail. C'est ça. Ça veut dire que quand les gens disent que ça là, on ne peut pas là, on peut. C'est parce que tu ne t'es pas habitué. Et parce que tu n'as pas mis dans ta tête que tu vas porter. Regarde mon prothèse là. Si on me disait de porter les gants tous les jours, je ne vais pas accepter. Mais je porte les prothèses tous les jours. Mais j'ai habitué maintenant. C'est ça. Donc ça veut dire que le gamin aussi, on peut s'habituer comme ça. Oui. Le casque, on peut s'habituer comme ça. Tout ce qu'on a, on peut s'habituer comme ça. Et quand vous partez au travail, il faut souvent, c'est les joies ou malheurs de la maison que d'autres apportent ça au travail. Parce que hier, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il travaille, il est là au travail, mais son esprit n'est pas au travail. Et voilà, l'accident peut arriver parce que lui, il n'a pas son esprit sur la machine ou bien pour autre chose comme ça. Voilà. Et par exemple, si donnons les cas des soudeurs, il faut partir. L'autre, tu vas voir, il dit non, ça fait 10 ans que je soude. Mais non. Mais si tu avais perdu tes yeux, tu ne vas plus souder. Et tu connais des gens qui ont perdu leurs yeux. Donc, il faut protéger les yeux. Il faut te protéger. Voilà. Donc, au sein des services, il faut prendre les dispositions nécessaires aussi pour protéger les travailleurs. Voilà. D'accord. Non, la santé et sécurité au travail, comme le patron. C'est le patron qui doit prendre les dispositions nécessaires pour protéger ses employés. Parce que ça lui va même de lui, de ses intérêts. Donc, si les travailleurs sont bien protégés, ils produisent mieux que ça, ils ne sont pas protégés. Parce que quand ils sont protégés, tout est chose là. Ils travaillent mieux. Ils travaillent et puis ils sont contents. Ils vont travailler mieux et le patron va gagner mieux. Parce qu'en cas de difficulté, on se dit, bon, au moins, on est assuré. Voilà. Mais merci. Si on n'est pas protégé... La réalité, c'est la réalité autre voilà. Dans certaines entreprises, mais bon, on fait avec. Alors, Monsieur Kaboré, pour votre association, où est-ce que, par exemple, vous trouvez les moyens financiers pour les activités de l'association? Et il faut dire que actuellement, bon, peut-être depuis un certain temps, nous trouvons notre ressource un peu dans les mines. Parce qu'il y a beaucoup de mines qui nous ont adoptés et ils nous font venir là-bas pour pouvoir sensibiliser. Et quand nous partons pour sensibiliser, Amoren dit quand Pierre le canyon mais pas beaucoup de ça veut dire tu vois, les pintades blanches là, on dit qu'il n'y a pas assez de viande, il n'y a pas de viande quoi. Mais quand en tout cas tu vois du plumet là, tu ne vas pas te lever comme ça. Il y a quand même un peu. Oui, okay. Donc c'est avec ces ressources que nous gagnons avec les mines là, et que nous, c'est dans ça que nous payons notre siège, c'est dans ça que nous fonctionnons, c'est dans ça que nous faisons nos activités. Je peux dire que par exemple, notre activité, bon, c'est Isakan qui nous a en tout cas financé, et on peut le dire merci parce que Isakan vraiment, depuis certains temps, en tout cas, ils sont bons avec nous. On les remercie beaucoup. Voilà. Merci à vous. Nous avons épuisé notre temps d'entretien. Maintenant, on va vous permettre de laisser un contact parce qu'on sait qu'il y a des accidentés de travail ou bien des travailleurs en général qui n'ont pas forcément toutes les informations concernant la sécurité au travail ou les accidents de travail, les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide de la CNSS et autres. Est-ce qu'on peut avoir un contact, M. Kaboré? D'accord. Je vais donner peut-être même 3 contacts même, pour permettre à chacun de pouvoir appeler. Vous pouvez appeler le 70 23 91 23. Le 78 44 78 61. Il y a le 64 64 34 68 19. Et notre siège se trouve à Pissy, pas loin du Chic Hotel. Oh là là. Bon, d'accord, c'est pas grave. Pardon, merci à vous d'être passé. Excusez-moi, j'ai pas une publicité. Bon, c'est venu comme ça. D'accord, merci à vous en tout cas d'être passé. On vous souhaite une belle semaine de la prévention, au bon mois de la prévention, donc de la sécurité et de la santé au travail à tous les travailleurs et merci à vous d'être passé. Je rappelle que M. Zamanoma Kaboré est président de l'association des victimes d'accidents du Burkina Faso. Il était question pour nous de parler justement de cette situation qu'on peut appeler accident donc de travail et surtout de parler de la prévention puisque nous sommes dans le mois de la prévention. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Un clip de Dr Abdallah qui conseille beaucoup, il faut faire attention en circulation, c'est important. Pour la suite de cette émission, c'est lundi, donc vous avez rendez-vous avec Patrick Gampéné pour Langue Fourchue et puis nous y allons et on revient.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Les délégués du peuple, comme le dirait notre verbeux ex-ministre de la Culture Sango, sont enfin assis. Ils ont même eu droit à leur premier contact en recevant le gouvernement de Doc Alberto de la Restauration qui est venu leur exposer la feuille de route de son équipe. Si la désignation de ces représentants du peuple à l'Assemblée législative de transition a fait couler beaucoup d'encre et de salive, il n'en demeure pas moins que leur rang et qualité laissent plus d'un perplexe. De vieilles coquilles de la politique burkinabé qui, pour certaines, peinaient à émerger, aux commerçants en passant par les élèves ayant durement et longuement usé leur fond de culotte sur les bancs, tout y passe. Si le président d'Amiba, dans le souci de donner une large représentativité au peuple, a opté pour une assemblée resserrée en se réservant bien entendu la désignation d'un certain nombre, le choix porté sur ce vieil élève étonne et fait sourire plus d'un. Il n'aurait pas fallu longtemps après le dévoilement de la liste de nos députés de transition pour que les réseaux sociaux se lâchent sur cet honorable élève député. En effet, de par son âge, pendant que ceux qui seraient nés la même année que lui sont pour les plus studieux et les plus chanceux inscrits dans nos universités et autres grandes écoles, on remarquera que monsieur affiche encore élève. D'où est-ce que Damiba est allé sortir ce tonton élève, se pose-t-on la question. Si ces interventions devraient être à l'image de son parcours scolaire, nos futures lois transitionnelles auront de belles gueules. Bref, hormis cette note scolaire, on se demande comment et pourquoi le dernier premier sinistre du Beaublais s'est retrouvé dans cette soupe. Comme s'il n'y avait pas assez de jeunes politiciens dans son parti à même de bien le représenter, Papi saute les deux pieds joints dans la marmite. Mais ne lui jetons pas l'anathème. Lui qui a certainement des militants mais pas assez valeureux à ses yeux peut encore se le permettre par rapport à cet autre qui fait sa politique autrement et presque tout seul dans son coin. En attendant, et comme je le disais lors d'une précédente émission, ce ne sont pas les OSC aux yeux rebondissants au moindre bruit de cuillère qui sont en marge, eux qui ont une belle représentativité dans cette nouvelle auguste assemblée. Si tant est que la première apparition de nos représentants s'apparentait beaucoup plus à des questions du gouvernement à la représentation nationale, on remarquera qu'il y a eu de bons et fructueux débats, notamment sur comment doit-on appeler cet échantillon de Burkinabé devant légiférer pendant la transition. Mais honorablement, ces députés sans mandat électif gagneraient à se concentrer sur les questions essentielles de la nation plutôt que de nous servir un divertissement dont nous nous passerions volontiers. Le professeur Torini a du pain sur la planche. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Et du reste, comme le disait ce vieux loup de la politique burkinabé, Luc Adolphe Tchao, il ne faut pas remuer la plaie dans le couteau. Allez, à bientôt pour une autre. Merci à toi, Patrick. À bientôt pour une autre langue fourchue. Et pour la suite de cette émission, nous revenons à la rubrique à la découverte 2 avant de nous dire au revoir. Je rappelle que nous découvrons aujourd'hui la rue Wemba Poko que vous connaissez certainement. Ça se trouve au niveau donc du quartier Wemtenga de Ouagadougou. Alors, est-ce que vous connaissez aussi Wemba Poko? Donc, ce n'est pas grave si vous ne la connaissez pas. Nous allons vous raconter l'histoire de Wemba Poko. Notons qu'elle est la Benjamin des enfants du Moro Naba Oubri, qui est le fondateur du royaume de Ouagadougou. La rue Wemba Poko est longue d'environ 1,5 km. Cette rue est située dans le quartier Wemtenga à Ouagadougou et a été inaugurée le 30 juin 2018. C'est désormais une voie bitumée. C'est une rue qui rend hommage à la femme puisque c'est une rue qui porte le nom d'une princesse de la cour royale du Moro Naba. Il s'agit de Wemba Poko. L'histoire nous apprend que Wemba Poko a été la Benjamin des enfants du Moro Naba Oubri, 3e empereur des Mossi, qui est le fondateur du royaume de Ouagadougou. Wemba Poko a été intronisé ministre en charge de la médiation dans le Moro et était chargé de réconcilier et de concilier les habitants du Moro à un moment donné du règne de son père. Mais pourquoi a-t-elle été nommée ministre? Alors, notons qu'au vieux jour du Moro Naba Oubri, père de Wemba Poko, il a senti une tension et des discordes au sein de son royaume. Avec ces conflits qui existaient entre individus et même entre communautés, il fallait trouver une solution.
Dans le souci de léguer un royaume de paix à son successeur, le Moro Naba Aubry et ses sages ont décidé de trouver une personne qui va s'occuper de la médiation. Après réflexion, le comité a décidé que c'est le dernier enfant du chef qui sera désigné comme médiateur. Malgré le fait que la benjamine des enfants qui était Poko soit mariée, le roi et ses notables ont décidé de la nommer ministre de la Réconciliation. Une formule a été trouvée pour garder intacts les liens entre les deux familles alliées. Poko a rejoint la cour royale et Wemba a été ajouté à son nom et elle est devenue Wemba Poko. Le rôle de Wemba Poko était de faire régner l'entente du moins dans le royaume aussi et de réconcilier ceux qui se disputaient. La légende raconte que quand elle demandait pardon à une personne, la personne ne devrait pas refuser et devrait surtout pardonner. Et si cette personne refusait son pardon, cela était considéré comme un sacrilège et le Moro Naba pouvait sanctionner la personne. Wemba Poko a régné ainsi dans le royaume de son père et après elle, son poste revenait toujours au Benjamin ou à la benjamine du Moro Naba. De nos jours, son trône est occupé par Wemba Likdi qui règne dans son palais dans le quartier Wemtenga de Ouagadougou. Wemba Poko a marqué le royaume de Ouagadougou de par son règne. C'est au regard de sa combativité que son nom Wemba Poko a été donné à cette rue du quartier Wemtenga du moins de Ouagadougou. Le Wemba Likdi, maintenant un homme qui est un des descendants de Wemba Poko, est l'actuel médiateur du Moro Naba Bongo. Cette semaine, nous vous faisons découvrir la princesse Wemba Poko et la rue Wemba Poko qui est une rue située dans le quartier Wemtenga. Et tout au long de cette semaine, vous allez avoir des témoignages donc des descendants, notamment de Wemba Poko. Et ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Merci à vous de votre attention à l'émission Bonjour le Faso tous les matins, de lundi au vendredi. Merci à vous de votre fidélité. Et merci à l'équipe de réalisation de cette semaine pilotée par Noufou Bonkongo et Michael Nyamego. Merci à tout le monde. Et rendez-vous demain mardi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. N'oublions pas donc d'être heureux malgré tout et surtout excellente journée. Restez en notre compagnie. Cuse.